Bonsoir à tous, merci d'être venus. Malgré la pluie, ce n'était pas si évident. Et puis également, merci à ceux qui nous ont rejoints par Internet. Très heureux de vous accueillir parce que c'est le premier événement depuis la rentrée, depuis les vacances, la rentrée scolaire, j'entends. Hein, et nous allons reprendre un bon rythme avec pas mal d'événements qui sont à deux objectifs, deux raisons d'être. Hein. Le premier, c'est qu'il est un lieu de culte catholique pour les gens du quartier, les gens du plateau de Saclay, qui n'avaient aucun lieu, et pour les étudiants, évidemment, qui sont dans les différentes écoles tout près d'ici. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il fallait que les aumôneries puissent se rencontrer quelque part, aller à la messe, etc. Donc voilà, ça c'est la première raison d'être du Centre Tailleur de Chardin. La deuxième, c'est que nous voulons être un lieu d'échange, de dialogue entre des disciplines qui ne se rencontrent pas très souvent, voire jamais. Hein. Donc des scientifiques, les sciences humaines, les religions, les spiritualités. Et donc notre souhait, c'est d'arriver à établir un dialogue, parce qu'on est convaincu que tout le monde peut enrichir tout le monde et qu'il faut absolument mieux se connaître et faire circuler les connaissances entre nous tous. Donc c'est cette deuxième raison d'être qui nous réunit ce soir autour d'un thème qui est l'écologie. Alors, j'explique en 2 minutes. Hein. Nous travaillons sur ce sujet ici au centre depuis pas mal d'années maintenant. Nous avons même écrit un livre collectif que vous pourrez trouver tout à l'heure, qui s'appelle « Vivre en écosystème étendu ». Donc, c'est un peu la synthèse de tous nos travaux ici au centre, qui essaye de faire justement le lien. C'est beaucoup une question de lien. Hein. Vivre en écosystème étendu, on comprend qu'on est dans la relation. Et donc, on promeut une relation multiforme et étendue à différents niveaux dans ce livre. Donc, ça pourra peut-être vous intéresser. C'est de l'écologie très pratique, appliquée, mais avec une inspiration qui vient de haut. Voilà. Donc, ce groupe écologie fonctionne depuis 7 ans, je crois. Donc, on a écrit ce livre. Et puis, on a un deuxième projet. C'est que on voudrait fêter l'anniversaire de l'encyclique du pape François, qui s'appelle Laudato Si. Donc, cette encyclique avait comme objectif de montrer qu'il faut tous s'unir pour arriver à faire bouger quelque chose dans le domaine de l'écologie. Si au contraire on se divise, rien ne se passera. Et montrer à quel point tout est lié. Donc on est dans l'interrelation entre nous tous et avec évidemment la nature. Et donc on voulait fêter dignement les 10 ans de cette parution. Et donc pour les 10 ans, nous avons organisé toute une série d'événements qui démarre le 1er octobre et qui se termine le 16 octobre. Alors, il y en aura un petit peu encore là hein, pour tout le monde. Ça se passera à Versailles, à Nanterre, à La Défense, à Paris, ici, donc à différents endroits pour que tous les gens de l'Île-de-France puissent avoir l'occasion de venir participer à l'une ou l'autre de ces soirées. Et donc, on a des soirées consacré par exemple à l'interreligieux, je disais à l'instant, interreligieux et écologie. Comment ça se croise? On en parle rarement de ce croisement-là. Un autre, intelligence artificielle et écologie. Alors on commence à en parler plus. Alors nous ajoutons et écologie intégrale. Pas seulement les questions environnementales, mais aussi les questions humaines. En quoi l'intelligence artificielle va chambouler notre regard sur le monde, regard sur l'humanité, sur les autres, sur Dieu, etc. Donc nous avons des soirées de diverses natures dans cette première quinzaine d'octobre. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet du centre, donc centretailleursdechardin.org. Voilà.
Donc ça, c'est la deuxième information que je voulais passer. Et la troisième, donc j'arrive à nous, donc je suis très heureux de vous accueillir, parce que nous avons, depuis maintenant un an, organisé une série de rencontres sur écologie et judaïsme et islam et christianisme et orthodoxe, etc. Donc on a essayé, on ne dit pas qu'on est exhaustif, hein, mais enfin on a essayé en tout cas de ratisser assez large pour essayer de comprendre comment chacune des spiritualités et religions s'empare, s'intéresse à l'écologie, plus ou moins, évidemment, hein, on a bien vu au cours de ces rencontres, plus ou moins. Et donc, on a fait déjà, je crois, 7 ou 8 rencontres de ce type. Et ce soir, nous allons parler du bouddhisme. Voilà. Donc, l'objectif étant, évidemment, de partager des informations et d'échanger. Hein. Nous aurons un dialogue dans la troisième partie pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Mais aussi, on a un autre objectif, c'est que on voudrait retranscrire ces conférences grâce à l'intelligence artificielle. Vous savez que ce n'est pas trop difficile. Donc, retranscrire ces conférences, en faire des articles de 5 pages, 6 pages, et puis peut-être, si tout ça s'organise bien et si tout ça a un intérêt, ça pourra devenir un livre intéressant qui montrera comment l'écologie est traitée, enseignée, pensée par chacune des religions et spiritualités. Donc voilà, c'est un grand projet qui nous occupe. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du bouddhisme. Et pour ça, donc, nous avons 2 invités. Donc Anthony Bousmar, vous êtes coprésident de l'Union bouddhiste de France. Vous assurez un cours à la Cato de Paris sur finalement les fondamentaux du bouddhisme, hein, c'est ça. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous nous direz si votre cours a beaucoup de succès en ce moment. C'est quelque chose d'intéressant à savoir. Et puis donc, l'Open Trinley, qui nous a fait l'amitié de venir, parce que vous n'habitez pas très près, je crois. Vous êtes coprésident de l'Union bouddhiste de France également. Vous êtes aumônier des hôpitaux de Vendée, donc ça dit un peu d'où vous venez, et très engagé dans le dialogue interreligieux et dans l'écologie. Hein, c'est bien cela. Donc, merci beaucoup de votre présence. Donc, je vais vous passer la parole successivement. Donc, d'abord, Anthony, pour nous rappeler un peu les fondamentaux, justement. Hein, c'est ce qu'on en a vraiment besoin, je crois. Et puis ensuite, l'Open Trinley, vous rentrerez plus dans la question de l'écologie à l'intérieur du bouddhisme. Ça vous va comme ça? N'hésitez pas à noter vos questions. On fera une pause à chaque partie pour que vous puissiez interagir avec nos intervenants. Voilà. Anthony. Merci beaucoup. Alors, je vais rajouter quelque chose par rapport à l'introduction que nous a faite Bruno Dufay. C'est que là, vous assistez à un moment exceptionnel, rarissime. Vous avez les 2 coprésidents de l'Union bouddhiste de France ensemble, au même endroit, au même moment. C'est rare. Donc vous pouvez vous en réjouir. Je m'en réjouis. Je suis sûr que mon camarade l'Open Trinley s'en réjouit également. Mais je pense à nos yeux, c'est également le témoignage, le signe de l'importance que revêt pour nous les échanges, le partage, parce que, pour reprendre Saint-Exupéry, plutôt que de nous léser, en fait, nos différences nous enrichissent. Et on se rend compte que plus on échange, plus, certes, il peut y avoir des différences sur la forme, mais finalement, sur le fond, on aspire à la même chose. Et donc, c'est une façon pour nous de témoigner finalement en tant que représentant d'une tradition qui est
relativement nouvelle sur notre territoire, dans nos contrées occidentales. Le bouddhisme aujourd'hui évoque a priori au moins quelque chose dans l'esprit de tout un chacun à l'évocation du terme. Mais si on faisait juste un petit tour comme ça par rapport aux personnes présentes, ce que représente le bouddhisme pour chacun, je pense qu'on pourrait retrouver un certain nombre de points communs, mais aussi des éléments propres à chacun. Alors, je suis là pour peut-être replacer quelques éléments par rapport à l'entité que l'on appelle et qu'on le désigne aujourd'hui sous le vocable le bouddhisme. Alors déjà, l'article le peut porter à malentendu, puisque on a l'impression que le bouddhisme est monolithique. Et alors que le bouddhisme est parcouru de toutes sortes de sensibilités. On peut le voir au niveau des tenues des religieux, on le voit au niveau de certaines pratiques, des textes qui sont étudiés. Il y a une richesse incroyable. On retrouve un socle commun qui s'est diffusé de l'Inde au Japon, mais sur ce socle commun, il y a des spécificités culturelles propres à chacun des pays. La façon de pratiquer l'enseignement du Bouddha, qui serait plus juste en termes de description, on le retrouve partout, mais dessus, il y a des spécificités culturelles propres à la Thaïlande, propres au Tibet, propres au Japon, au Vietnam. Et prenons date, retrouvons-nous dans 200 ans, il y aura, je suis convaincu, une spécificité, en tout cas occidentale, et peut-être même française, dans la pratique de l'enseignement du Bouddha. C'est absolument essentiel. On le voit, pour prendre un raccourci facile avec la nourriture, on ne va pas cuisiner de la même façon un plat en France, le même plat au Japon. Forcément, on doit s'adapter au palais local, sinon ça ne passe pas. C'est un petit peu de la même façon pour l'enseignement du Bouddha. Il y a évidemment le socle commun qu'on va retrouver partout, mais là-dessus, il y aura également des spécificités propres pour nous à l'Occident qui vont correspondre aux particularités des Gaulois réfractaires ou des Occidentaux pour pouvoir leur parler. On ne va pas parler de la même façon à un Français qu'avec un Japonais, etc. Même si le message en profondeur est le même. Une fois que ceci est posé, il faut aussi rappeler un élément important. L'enseignement du Bouddha est donc l'enseignement d'un personnage que l'on appelle aujourd'hui le Bouddha l'éveillé, qui était le prince Siddhartha. Vous connaissez probablement à peu près l'histoire de comment le prince Siddhartha est parvenu à l'éveil. D'un seul coup, j'ai perdu le fil. Pourquoi je m'engage là-dedans ? L'enseignement du Bouddha est non pas une vérité révélée, mais c'est le partage d'une expérience. C'est-à-dire que le prince Siddhartha, quand il a atteint l'éveil, il a ensuite partagé avec tous ceux qui étaient demandeurs cette expérience. Comment est-ce qu'il était parvenu à ces résultats-là ? Et une chose qui est très importante, c'est que la tradition de l'enseignement du Bouddha fait appel au discernement, à l'esprit critique. C'est absolument essentiel. Ce n'est pas le petit doigt sur la couture, on dit c'est comme ça et vous pratiquez, c'est pas autrement. Au contraire, le Bouddha Shakyamuni invitait dès ses premiers enseignements ses auditeurs à éprouver, à même douter, à faire preuve de sens critique
et pas juste de mettre en pratique ce qu'il disait par simple respect pour la personne qu'il était, ou pour les qualités qu'il affichait, en invitant donc ses auditeurs à vraiment éprouver comme on peut le faire, ou pouvait le faire un alchimiste, et parvenir et mettre en pratique uniquement une fois que, à travers cette étude et cette appropriation personnelle de l'enseignement, si on en arrivait à se dire que oui, ça fait sens à ce moment-là de mettre en pratique, mais pas simplement par respect, et j'ose même pas dire foi, mais en tout cas par respect par rapport à celui qui l'enseigne. Et puisqu'on en est à parler des fondamentaux, l'un des fondamentaux absolument essentiels au cœur de l'enseignement, c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance, Bruno Dufay l'a parlé, en interconnexion. On peut utiliser toutes sortes de termes, mais c'est le fait que tout ce que l'on accomplit, alors par le corps, mais également la parole, voire l'esprit, ce n'est pas juste notre propre sphère. On est vraiment en interconnexion les uns avec les autres. Ça va avoir forcément une débouchée dans la thématique qui va nous occuper ce soir sur l'écologie. Alors, je fais juste un petit spoil. Enfin, l'écologie est un terme contemporain. Évidemment que si aujourd'hui on cherche dans les transcriptions des paroles du Bouddha et des grands maîtres qui ont suivi, le terme écologie, il va être compliqué à trouver. Par contre, bien évidemment, que dès le départ, dans cette interdépendance entre l'acteur et son environnement, toute action entraîne des résultats. Je ne dis pas des conséquences, mais en tout cas des résultats. Ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs. Et dans l'approche de l'environnement, forcément que la perception de soi-même et la perception de ce qui nous entoure, tout ça est interconnecté. Cette impression d'être finalement permanent, indépendant et presque éternel, même si au travers d'un processus mental, on va en arriver bien sûr à cette compréhension que notre corps a une fin. Dans nos actions, dans nos activités de tous les jours, est-ce que l'on en est conscient? Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, il faut que je passe encore par le processus de réflexion intellectuelle pour acter le fait que j'ai une finitude. Naturellement, instinctivement, je fais des projets pour demain. Je fais même des projets pour ce soir. Alors que qui a la certitude qu'on va pouvoir les mener à terme? Objectivement, si on est honnête avec soi-même, ça devrait être compliqué. Un autre élément essentiel dans l'enseignement du Bouddha, c'est ce que l'on pourrait appeler la loi de causalité. D'une action, comme je disais précédemment, une action entraîne un résultat. Il n'y a aucune valeur morale. Il n'y a aucun jugement. Si je voulais vraiment être un petit peu provocateur, je pourrais dire que dans l'enseignement du Bouddha, il n'y a pas d'interdit. Par contre, il y a des recommandations. Et il est juste, entre guillemets, dit que une action entraîne un résultat et que l'expérience a montré que tel type d'action entraîne tel type de résultat. Et donc, à partir de là, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de déterminer si,
en toute connaissance de cause, je peux accomplir telle action en sachant qu'a priori, si elle est plutôt orientée, motivée par l'ego, motivée par l'appât du gain, au détriment de autrui, les probabilités pour que les résultats ne soient pas forcément très positifs sont importantes. Mais encore une fois, pas de jugement. C'est à chacun de prendre ses responsabilités. Et donc, aujourd'hui, dans l'appropriation, on va dire, ou l'appréhension par les grands maîtres de la question écologique, vous avez certainement dû tous entendre le Dalai Lama parlait de l'urgence environnementale, le vénérable Thich Nhat Hanh, qui était un très grand maître, qui avait été très acteur dans le domaine de l'environnement. Aujourd'hui, la question environnementale est au cœur de notre société, tout simplement parce que nous sommes arrivés à un stade économique, industriel, technologique, où on a des capacités finalement potentiellement de nuire à cet environnement dont on est dépendant de façon beaucoup plus importante et profonde et durable, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Et donc, aujourd'hui, la plupart des grands maîtres évoquent la question environnementale, et on va dire que les grandes lignes qui sont dessinées à travers leurs interventions sont d'abord nous rappeler que la cupidité est source de destruction, que la compassion doit s'étendre à toutes les formes de vie, pas uniquement les êtres humains, que l'interdépendance fonde notre responsabilité commune et que prendre soin de la Terre, c'est finalement prendre soin de nous. Je ne ferai qu'une petite... je donnerai juste un exemple. On sait qu'il y a une pêche intensive, on sait qu'il y a les requins n'ont pas bonne presse, ils sont massacrés à longueur d'océan, des fois juste pour leurs ailerons. Et pourtant, les requins ont un rôle absolument crucial dans les océans, et que finalement, dans la chaîne, que je n'oserais pas aller jusqu'à appeler alimentaire, mais au bout de la chaîne, il y a nous, êtres humains. Que les requins disparaissent des océans, forcément, nous en paierons un prix dans un avenir X. Donc, l'enseignement du Bouddha, il invite à minima, ne pas nuire à autrui et à soi-même. Et selon les tendances des uns et des autres, potentiellement même, si possible, d'être bénéfique. Le bouddhisme est une école de la responsabilité. L'action, elle doit être accomplie par nous. Ce n'est pas attendre que ce soit le voisin qui la fasse. On a tous entendu parler de cet effet papillon. Il n'y a pas besoin non plus de faire des révolutions, mais juste à notre niveau, dans nos cercles immédiats, déjà d'être dans une dynamique visant à protéger finalement aussi bien notre environnement que nous-mêmes. Ça peut servir également d'exemple à autrui, et un petit peu comme la théorie de l'échiquier, eh ben, on est un jour, par l'exemple, on est 2 le lendemain, par l'exemple, on est 4 le surlendemain,
par l'exemple, on est 16 après, et petit à petit, un petit peu comme le CID, nous partîmes 500 et arrivés au port, nous étions 3000. Et ben, c'est à ça finalement que nous devons parvenir. Le bouddhisme, je l'évoquais, un socle commun, des spécificités culturelles propres à chacun des pays. On ne va pas aborder et agir nécessairement de la même façon selon qu'on est au Tibet ou selon qu'on est par exemple en Thaïlande. Ne serait-ce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Prenez le Tibet, des plateaux à 5000 mètres, la végétation n'est pas la même que les plaines de Thaïlande. L'accès aux ressources n'est pas non plus le même. Le Japon va être confronté également à des approches qui vont lui être propres. Pays de 70% de montagne, sujet à des tremblements de terre quotidiens, potentiellement avec des volcans qui se réveillent, des tremblements de terre qui génèrent des tsunamis. Il y a une approche et un lien avec l'environnement qui n'est pas celui auquel nous sommes confrontés. Donc, quand je parlais de pratiques propres à chacun des pays, en plus du socle commun que l'on retrouve partout, notre approche à nous, occidentaux, de l'écologie, de l'environnement, est forcément adaptée aux conditions qui sont les nôtres. Et mon camarade Lopen Trinley donnera certainement des exemples pratiques de ce qui se fait dans nos traditions. Loi de causalité, une action, un résultat. Il est très très important de ne pas voir ça comme étant quelque chose ni moralisateur, ni jugement. Je vais profiter du fait qu'on est sur un plateau scientifique, c'est mathématique. C'est juste ça. Et pour terminer, cette présentation très rapide et très succincte, j'aimerais citer quelqu'un que vous connaissez a priori, je pense tous, Mathieu Ricard, qui a vraiment à cœur la protection de notre planète. Et lui dit quelque chose, il dit, en fait, souvent, pour un grand nombre de nos contemporains, l'écologie, l'environnement riment avec condamnation, avec critique, avec morale, avec finalement plein de qualificatifs péjoratifs. Et on vit ça comme étant quelque chose qui nous est imposé. Alors que, pour le coup, ça devrait relever du bon sens. Et lui parle toujours il faut remettre l'émerveillement de notre planète sur la table. Il suffit de regarder la richesse de ce que nous offre, de ce que nous propose notre planète pour générer en soi de l'émerveillement. Et cet émerveillement-là doit nous encourager à tout mettre en œuvre pour protéger ces beautés naturelles. Et encore une fois, aucune condamnation, aucune valeur moralisatrice, c'est juste du bon sens. Si on veut pouvoir assurer la survie finalement de notre espèce, sapiens, mais également de toutes les espèces, on sait qu'on en a perdu quand même un grand nombre au cours des siècles passés, eh bien, il faut qu'on prenne soin de notre environnement et il faut peut-être que l'on corrige la focale
qui est la nôtre aujourd'hui, dans toujours plus de profit, toujours plus de biens, de possessions, plus dans l'être que dans l'avoir. Merci. Bon, on va peut-être faire une toute petite pause, savoir s'il y a une ou deux questions. Alors, moi, j'en ai une ou deux, évidemment, mais s'il y en a par Internet ou dans la salle, évidemment, on les prend. Donc, pour démarrer, simplement, une question toute bête. Ici, en France, affaire d'individualité, de personnel, voilà. Le collectif semble assez secondaire. Alors, vous n'avez pas vraiment répondu à cette question-là. Est-ce qu'il y a une solidarité qui est dans les fondamentaux, justement, ou une fraternité voilà, donc collectif versus individuel. Alors, c'est pas faux ce que vous dites. Et pourtant, je pense que c'était présent dans mon propos, mais en filigrane, dans l'interdépendance. C'est-à-dire que l'on n'est pas un indépendant éternel qui ne change pas d'instant en instant. Au contraire, on évolue en permanence et on évolue en permanence en lien avec les autres. La pratique de l'enseignement du Bouddha est individuelle et collective. Individuelle parce que forcément, c'est une démarche personnelle et personne d'autre pourra la faire à notre place. Mais c'est également collectif, d'une part parce que dans un premier temps, surtout dans nos pays, la pratique, le contenu de l'enseignement du Bouddha est quelque chose d'assez exogène. On doit tout apprendre. Quand je dis qu'il faut changer la focale, nous avons été élevés dans une civilisation judéo-chrétienne. Nous avons j'allais dire des partis pris, mais naturels, qui relèvent de l'éducation. Et l'approche bouddhique, je ne dirais pas que ça va à rebrousse-poil de ce qui nous a été inculqué depuis toujours, mais en tout cas, ça nous oblige à repenser les choses et à les voir sous un angle qu'on n'avait pas imaginé. Et donc, ça demande d'acquérir une certaine souplesse, en tout cas dans l'acceptation d'un message qui diverge complètement de ce à quoi on a plus l'habitude. Et donc, pour cela, il est absolument essentiel d'aller pratiquer dans des centres pour bénéficier de cet effet collectif et du soutien des autres pratiquants. On ne pratique pas seul via TikTok ou YouTube ou des bouquins, dans le meilleur des cas, mais il est absolument essentiel de découvrir la pratique accompagnée. Et de pouvoir comme ça se tourner vers des mieux sachants ou des plus expérimentés, sachant que de toute façon, à la fin, c'est une démarche individuelle. Je n'ai pas évoqué, je ne suis pas rentré dans les détails des différents courants qu'il peut y avoir dans la tradition de l'enseignement du Bouddha. Mais on va parler des anciens, on va parler du grand, du petit véhicule, etc. Le grand véhicule ou le petit véhicule, il n'y a aucune là-dedans non plus valeur de le petit, c'est pas intéressant, c'est nul, et le grand véhicule est intéressant. Le petit, c'est pour les personnes qui ont une tendance visant à parvenir à un éveil individuel pour soi. Le grand véhicule, les pratiquants qui ont cette tendance-là se disent il me faut développer cet éveil-là pour me sortir, moi, des enquiquillements et des souffrances. Mais j'ai constaté également que tous les autres êtres sont confrontés aux mêmes souffrances. Et donc,
une fois que j'aurai atteint cet éveil, j'aurai tous les outils pour pouvoir mener et aider tous les êtres à parvenir à cette même libération. Et donc, on passe là d'une démarche individuelle à quelque chose de le spectre beaucoup plus ouvert. Donc, c'est les deux faces d'une même médaille. Question dans la salle? Bon, je restais debout, bonsoir, merci. Je vais essayer de simplifier, je serai corrigé sûrement. J'ai l'impression que c'est plus facile du côté chrétien d'avoir une conscience environnementale, puisque Dieu est créateur du ciel et de la terre, et il nous a confié comme un berger son troupeau, un jardinier son jardin, la responsabilité de sa création. Donc il y a une espèce de poids théologico-moral à bien se comporter et à ne pas saccager ce que le créateur nous a donné. Mais dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a pas de création. Alors quel est le statut de la terre et de l'environnement si vous dites qu'il n'y a pas de morale particulière? Donc on n'a pas de devoir particulier envers l'environnement, on peut le saccager et en tirer les conséquences, mais pourquoi pas? Alors, c'est un petit peu une question qui fera la transition, je pense, entre vous deux. Vous pourrez enchaîner. Je vais juste donner une partie de la réponse. Et la suite, ce sera peut-être mon camarade Le Bondrel qui la donnera. Effectivement, l'enseignement du Bouddha, donc ce n'est pas une tradition de religion révélée. Il n'y a pas de Dieu créateur. Chaque être est considéré comme étant porteur en lui, en elle, des causes qui lui permettront lui-même de devenir Bouddha. À partir de là, effectivement, il n'y a pas d'injonction venant d'un être supérieur qui nous dise ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'il y a à protéger parce que le Créateur s'est donné du mal pour constituer quelque chose qui soit un soutien à la vie et qu'on est assez malvenu de venir et de tout piétiner. Il n'y a effectivement pas de tel message. Le message, en fait, qui est proposé dans l'enseignement du Bouddha, c'est de dire juste réfléchissez. Regardez autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas indépendant de votre environnement, des personnes qui composent cet environnement-là, et tout action ou acte négatif vis-à-vis de cet environnement-là va engendrer des conséquences potentiellement à court terme, à moyen terme, à long terme. Et donc, par, je dirais, autoprotection, dans l'idéal, en étudiant les données, on doit en arriver à la compréhension que si je protège ce qui me soutient, je m'assure de pouvoir continuer dans les meilleures conditions possibles. A contrario, si je fais tout pour abîmer ce qui me soutient, eh ben, à la fin, il n'y a plus rien qui me soutient. Et donc, je causerai ma perte à partir de là. Donc, ça revient finalement à une prise de responsabilité. Est-ce qu'on est prêt à la prendre ou pas? C'est une question que chacun doit se poser et c'est une responsabilité qu'on décide ou pas. Allez-y. Merci. Oui, pour répondre aussi donc à cette question et compléter la réponse que vous a faite Anthony Bousmar, je pense, personnellement, j'aime beaucoup indiquer qu'il n'y a pas une seule réponse dans la tradition bouddhiste et on peut toujours regarder les choses sous différents angles et à différents niveaux également. Et on parlera du niveau extérieur, du niveau intérieur, du niveau secret et du niveau ultime. Et d'ailleurs,
je pense dans les fondements du bouddhisme, c'est important de rappeler que peut-être ce qui différencie la tradition bouddhique, l'enseignement du Bouddha de beaucoup d'autres traditions, c'est son enseignement sur les deux vérités, une vérité relative et la vérité ultime. Et donc, pour répondre par rapport à cette notion de création, eh bien, on peut faire appel à ces deux vérités, justement. Et Anthony l'a dit, le Bouddha nous invite à réfléchir, mais pas que. Il nous invite aussi à contempler, à méditer. Et il y a des réponses à des questions, notamment cette question de la création, qui vont naître de la contemplation, qui vont venir grâce à la méditation, et pas uniquement de la réflexion intellectuelle. Et donc il y a un niveau plus profond aussi, qui peut permettre d'entrevoir ou de voir vraiment ce qu'on peut appeler le réel, la réalité des choses, la nature même des choses. Donc je pense que quand on parle de création dans le bouddhisme, on verra ce sujet, ce thème au moins à deux niveaux. Et on se posera toujours la question, l'enseignement du Bouddha, c'est toujours aussi un enseignement qui va chercher l'origine de. Et donc, en termes de méditation, de contemplation, on va notamment contempler, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un monde dans lequel je suis né? Qu'est-ce qui est à l'origine de ma naissance? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'apparition de ce monde? Et il peut y avoir plusieurs réponses, même au sein même de la tradition bouddhiste. Pour nous, l'intérêt, comme le bouddhisme, la voie bouddhique, comme l'a rappelé Anthony, c'est une voie même plus qu'individuelle, c'est une voie intérieure. C'est la voie de l'intériorité. En termes sanscrits, en termes tibétains aussi, on parle vraiment de la voie de l'intériorité. On ne parle pas de bouddhisme. C'est un mot occidental qui a été inventé et qui se raccorde donc au personnage historique qu'était le Bouddha. Mais c'est avant tout une voie de l'intériorité, mais qui n'exclut pas le collectif, comme tout à l'heure dans votre question. Et d'ailleurs, là aussi, pour compléter un petit peu ce que disait Anthony, je repensais immédiatement en fait à ce que nous appelons le refuge dans la tradition bouddhique. Quand on entre dans la tradition bouddhique, nous disons que nous cherchons refuge dans le Bouddha, dans le Dharma, son enseignement, et dans le Sangha, la communauté. Donc la communauté est un aspect très important aussi de la voie bouddhique. Et donc il y a effectivement une forme de fraternité, et la notion d'anciens, les anciens dans le Dharma, est très importante. Ce sont eux aussi qui peuvent partager leur expérience, nous enseigner, etc. Et donc par rapport à cette notion de création, il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. Et, il y a des textes notamment qui se réfèrent à ce qu'on appelle l'Abhidharma, donc la cosmologie notamment. Il y a quelques textes de l'Abhidharma qui abordent la question de la cosmologie et qui peuvent présenter comment un univers est créé. Et c'est vraiment intéressant et passionnant, et d'autant plus au regard de la science contemporaine. Et donc, par exemple, je ne suis pas un grand spécialiste de cela, je n'ai pas fait non plus d'études poussées là-dessus, mais j'ai reçu quelques enseignements à ce sujet, et c'est vraiment très, très intéressant de voir la présentation de la création d'un univers. Donc on parle par exemple de la rencontre de 4 vents cosmiques qui se rencontrent et qui s'entrechoquent. Et cette rencontre des 4 grands vents cosmiques provoque de la chaleur qui elle-même va provoquer d'où va découler une forme d'humidité. Puis de cette humidité va découler une forme de solidité
Et donc les mondes apparaissent ainsi. Et nous disons que nous vivons dans un système d'1 milliard d'univers qui forment un grand univers, et qu'il existe une infinité de grands univers, et qu'un grand nombre de grands univers forment un très grand univers, etc., et que c'est infini. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces vents cosmiques? Qu'est-ce qui fait que ces grands vents cosmiques se sont rencontrés? Et donc là, on va continuer soit la réflexion, mais souvent aussi accompagné de méditation. Et d'un certain point de vue, on peut dire, ce n'est qu'un point de vue, d'un certain point de vue, on peut dire que l'origine du monde, c'est notre karma. C'est le karma des êtres qui crée le monde dans lequel nous naissons. Et donc nous sommes en quelque sorte, notre conscience, en quelque sorte, est à l'origine du monde dans lequel nous vivons. Une autre manière de présenter aussi dans la tradition bouddhiste notre monde et notre Terre, la planète Terre sur laquelle nous vivons, c'est de dire que notre Terre est une terre pure, impure, manifestée par le Bouddha Shakyamuni. C'est une terre pure, mais pas complètement pure, un peu impure, et dans laquelle on va expérimenter un peu de souffrance qui va nous inciter à avoir une recherche spirituelle pour nous libérer de cet état conditionné. Et donc cette notion aussi de conditionnement, c'est très important par rapport à notre monde. Nous disons que nous sommes nés dans un monde conditionné et que nous avons une naissance conditionnée. Nous ne sommes pas apparus comme ça sans cause et sans condition. Donc la philosophie bouddhiste a souvent une approche comme ça, causale. Il y a toujours une cause et il y a des conditions. En Occident, d'ailleurs, souvent, on a tendance à confondre cause et condition. Et au niveau de l'écologie, justement, je pense que c'est un gros problème et un grand sujet de confondre cause et condition. Donc il y a une grande confusion à ce niveau-là, comme il y a aussi une confusion aussi au niveau de, justement, par rapport à l'écologie et par rapport aux moyens à mettre en œuvre pour régler, si on veut parler ainsi, régler le problème, les problèmes qu'on rencontre au niveau écologique. Il y a aussi une confusion entre ce qu'on appelle le plaisir et le bonheur, et entre la douleur et la souffrance. Et là aussi, ça revient à parler de cette question de la confusion entre les causes et les conditions. Mais en tout cas, la philosophie bouddhique présente ce monde comme un monde conditionné, et notre naissance dans ce monde comme une naissance conditionnée. Et le chemin qu'a montré le Bouddha vise à se libérer de nos conditionnements et de notre état conditionné pour parvenir à l'inconditionné. Donc l'inconditionné correspondant à ce qu'on appelle la vérité ultime. Et tout ce qui est du domaine du monde conditionné et de notre existence conditionnée relève de la vérité relative. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions sur la première partie, vous poursuivez. D'accord. Ah. Marcher, écouter les oiseaux, la nature dans son ensemble, sont-ils source de paix selon le bouddhisme? Ça peut. Ça peut être source de paix. Je souhaite pour tout le monde que ça puisse être une source d'émerveillement. Effectivement, alors peut-être ça correspond aussi à une image un peu idyllique que certains se font, ou justement dans les traditions théistes, la notion de paradis avec les oiseaux qui chantent, etc. Mais en tout cas, le lien avec la nature, avec les êtres de la nature, peut être une grande source de
oui, d'émerveillement, de paix. Ça peut aussi nous rassurer. J'avoue que j'ai récemment écrit un texte, un poème, où je disais dans lequel je dis qu'un soir, au moment du coucher du soleil, après avoir entendu toutes les nouvelles du monde humain, c'était très rassurant d'entendre le chant des grillons dans les prés. Ça a quelque chose de rassurant par rapport à la puissance de destruction de notre humanité que d'entendre encore, quand même, malgré tout, les oiseaux chanter et les grillons et les cigales aussi chanter. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas à trop méditer, contempler, finalement une sorte d'abandon de l'action parce qu'à un moment, sur les sujets écologiques ou d'autres, peu importe, hein, il faut passer à l'action. Ça, c'est très important. Et je pense que le bouddhisme peut apporter des choses à l'écologie, voilà, donc comme Anthony l'a dit très justement, hein, c'est une science moderne, l'écologie. Et ce mot écologie n'existait pas à l'époque du Bouddha, il y a 2600 ans. Et l'écologie peut aussi apporter au bouddhisme quelque chose, et peut-être une incitation à l'action. Mais dans la tradition bouddhiste, on n'oubliera jamais que ce qui doit précéder l'action, c'est d'abord l'écoute ou l'étude, la réflexion et la méditation. Et l'action, pour nous, doit découler de la méditation. On parle toujours ainsi de la vue, de la méditation et de l'action. C'est très important. Anthony, tout à l'heure, disait que c'était un chemin, une voie où le discernement est très important. Et donc, si on veut vraiment avoir un juste discernement pour avoir une action juste, il est préférable d'avoir mené d'abord une réflexion, puis d'avoir médité. Et naturellement, l'action juste découlera de la méditation juste. Donc ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qui est primordial dans notre tradition. Et ça n'empêche pas l'action. Donc effectivement, il y a des actions qui sont menées au niveau écologique dans la tradition bouddhique par des communautés bouddhiques dans différents pays, par des maîtres bouddhistes de différentes traditions. Anthony en a cité quelques-uns comme Thich Nhat Hanh et puis Sa Sainteté le Dalai Lama. Dans ma propre tradition, il y a un maître qui organise régulièrement, le Gyalwang Drukpa, qui organise régulièrement des pèlerinages à pied ou des pèlerinages à vélo dans l'Himalaya. Et ces pèlerinages ont un but spirituel, mais ils ont un autre but qui est de collecter les déchets dans l'Himalaya et aussi d'éduquer les populations locales à traiter les déchets. Parce qu'il y a aussi une grande ignorance. Et quand on parle d'action, je pense qu'il faut aussi parler d'éducation. On garde peut-être ce sujet pour la troisième partie. La dernière question, mais c'est un peu ma faute, j'aurais dû la poser au tout début. L'un et l'autre, vous appartenez à quel courant ? Alors on appartient tous les deux effectivement au même courant du bouddhisme qui est le bouddhisme du grand véhicule, avec une spécificité dans le grand véhicule qu'on appelle le Vajrayana, donc le véhicule adamantin, et qui est une tradition bouddhique qui est répandue particulièrement donc, au Tibet et aussi au Japon. Donc au Tibet avec de nombreuses écoles et au Japon avec une école dont Anthony est spécialiste. et ces écoles qu'on appelle donc le bouddhisme Vajrayana ou adamantin regroupent cependant, contiennent cependant les autres véhicules, donc le véhicule des anciens, le grand véhicule. La plupart de nos enseignants disent qu'on ne peut pas aborder les enseignements du Vajrayana ou du bouddhisme tantrique ou adamantin sans avoir d'abord
connaissance des fondements et pratiquer les fondements des autres véhicules du bouddhisme. Pas grand-chose à dire, sauf peut-être pour revenir sur ce que je disais au tout début, où là vous vivez un moment rare avec les deux coprésidents de l'Union bouddhiste de France présents au même moment, au même endroit, pour le même événement. Vous avez remarqué également qu'il y a une différence vestimentaire. C'est pour montrer également que les bouddhistes ne sont pas nécessairement des religieux qui portent la robe, qui ont un crâne rasé. Il peut y avoir également des bouddhistes qui se font dans la population en costume. Et je dis ça pour en fait démythifier la perception qui peut être la nôtre de ce qu'est le bouddhisme. Le bouddhisme, pour revenir à une réflexion sur le bouddhisme, est parfois perçu comme étant une mise en retrait du monde, étudier, méditer et pas être dans l'action. Nous démontrons par notre même apparence physique que nous pouvons être en retrait du monde, même si les activités de coprésident de l'Union bouddhiste de France obligent à être présents, peut-être des fois trop dans les activités mondaines ou profanes, mais que la dimension action dans la cité est absolument incontournable de la démarche. Et juste pour préciser, donc au sein du bouddhisme de tradition tibétaine, Anthony est relié et pratique dans ce qu'on appelle l'école l'école des Gelugpa, et personnellement dans la lignée Drukpa, qui est au sein d'une grande école Kagyu. Pour nous, c'est difficile, effectivement. C'est comme les ordres dans le christianisme. Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. C'est un peu comme des communautés, des ordres qu'on connaît. D'accord. Bien, écoutez, alors, sur la partie d'eau strictement, j'allais dire, de votre tradition, de l'enseignement de l'écologie, comment vous y prenez, qu'est-ce qui se fait concrètement et d'où ça vient? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un enseignement à proprement parler de l'écologie dans la tradition bouddhiste, même si maintenant c'est un sujet qui est volontiers abordé au sein des enseignements. Et je pense qu'il y a, Anthony en a parlé tout à l'heure d'exemples, effectivement. Et je pense qu'il y a un exemple frappant, marquant, d'emblée, dès le départ, avec le Bouddha lui-même. Il me semble, même si c'était peut-être pas sa volonté, souvent les choses se font comme ça, juste comme ça, mais quand même, je pense qu'il y a un grand exemple à voir dans la vie du Bouddha, qui est né sous un arbre, qui a pratiqué dans les forêts, qui a atteint l'éveil sous un arbre, qui a donné son premier enseignement sous un arbre au parc des Gazelles, et qui a enseigné la plupart du temps dans la nature, qui a fondé un ordre monastique itinérant et mendiant qui se déplaçait aussi dans la nature, et bien qu'il parcourait aussi les villes pour mendier leur nourriture. Et le Bouddha est aussi mort, où il a atteint le parinirvana, sous un arbre. Donc c'est quelque chose quand même, je trouve. Et puis, donc il a fondé cet ordre itinérant, il a enseigné aussi, bien sûr, aux laïcs. Et il y a encore de nos jours une tradition qui s'appelle les moines de la forêt, qui est toujours un ordre itinérant. Les moines font des retraites, même les laïcs aussi, en s'isolant dans les forêts, pour méditer dans les forêts.
Et donc il y a un contact avec la nature qui est très fort. Et de nos jours, les maîtres, même dans nos traditions tibétaines, rappellent cela. Beaucoup de yogis, de grands méditants des traditions de toutes les écoles bouddhiques ont médité souvent dans des grottes, donc en tant qu'ermites. Et j'ai entendu plusieurs maîtres bouddhistes dire qu'ils aimaient bien enseigner à l'extérieur. Il nous est aussi recommandé de méditer dans la nature, face à de vastes horizons, soit au bord de la mer, au sommet des montagnes, etc. Et un de mes maîtres un jour disait qu'il y a une sorte de similitude entre la nature extérieure et la nature de notre esprit. On ne peut pas dire que ce soit la même chose, bien sûr, hein, il n'est pas question d'établir une équation parfaite, mais il y a une sorte de similitude. Et il y a aussi cette question affirmé, prononcé par un grand yogi qui s'appelait Milarepa au XIIe siècle, il me semble. Milarepa, XIe, XIIe siècle. Milarepa disait « Si on est capable de lire dans le monde des apparences et dans le livre de la nature, alors on n'a pas besoin de livres, de textes écrits, parce que tous les enseignements sont présents dans la nature. Tous les enseignements du Bouddha sont présents dans la nature. Et le Bouddha lui-même a pris beaucoup d'exemples dans la nature. L'impermanence, l'interdépendance, la coproduction conditionnée, beaucoup d'enseignements en fait sont présents dans la nature si on sait voir, si on sait comprendre, si on sait constater, comme le disait Anthony, comment les choses fonctionnent, comment elles s'articulent. Donc tout est déjà présent en fait dans notre monde, dans notre environnement. Cependant, bien sûr, nous n'avons pas tous la capacité de lire dans le monde des apparences et de voir ou de constater effectivement ce qui s'y passe réellement. Je pense que la science contemporaine permet justement de le voir, d'apporter des constats par rapport à cela. Et donc, voilà, une première chose, c'est ça, c'est que les maîtres, depuis le Bouddha, soit ont montré un exemple, soit ont dit qu'il y avait un lien très fort avec la nature. Et de nos jours, il y a différentes approches, différentes actions qui peuvent être menées donc, par des maîtres contemporains, par des écoles, par des communautés. Il y a des choix de vie en communauté parfois qui vont être tournés vers vraiment ce qu'on peut appeler un écocentre, donc des centres bouddhistes qui fonctionnent de manière vraiment écologique. Il y a une grande attention qui peut être portée à cela. Et donc il y a des centres même en France hein, qui fonctionnent ainsi comme des écocentres. Il y a aussi des grands maîtres bouddhistes qui, par leur position, peuvent inciter les gens à avoir une pratique écologique remarquable et somme toute ponctuelle, mais qui s'inscrit sur une durée quand même par la plantation d'arbres dans des pays où la végétation a disparu. Donc il y a même des records du monde qui ont été battus par des maîtres bouddhistes qui ont planté des milliers d'arbres, par exemple, sur les plateaux du Ladakh, le Ladakh étant ce qu'on appelle le Petit Tibet, et ce sont des plateaux assez désertiques. Dans d'autres pays d'Asie, il y a des campagnes comme ça qui sont menées. Et je pense en Occident également. En Occident, déjà en lien peut-être avec la Beat Generation aux États-Unis, avec les poètes de la Beat Generation, et Henry Thoreau et puis Gary Snyder. Ils ont pratiqué souvent le bouddhisme zen et ils ont développé une réflexion très tournée vers l'écologie. Et c'était vraiment en lien aussi avec leur pratique bouddhique, en fait. Hein. Et au sein même
puisque nous sommes tous les deux les coprésidents de l'Union bouddhiste de France, au sein même de l'Union bouddhiste de France, donc il existe une commission écologie hein, qui montre que c'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur et qui nous semble véritablement important. Et c'est un enjeu, c'est vraiment un enjeu important pour notre monde et notre société contemporaine. Vous pouvez nous dire 2 mots de cette commission, c'est-à-dire son fonctionnement et ce qu'elle sort concrètement comme résultat? Ah, ça c'est peut-être décevant pour l'instant. Mais nous y travaillons parce que la commission écologie existe depuis un certain temps, mais elle avait été laissée un peu de côté. Parce que, Anthony l'a dit tout à l'heure, nous deux coprésidents, nous avons beaucoup à faire au sein de l'Union bouddhiste de France et nous sommes pris par beaucoup d'urgences administratives et on n'a pas trop le temps en fait de s'occuper des questions de fond malheureusement. Cependant, cette commission existe, elle a été relancée, elle doit être encore un peu plus activée. Pour le moment, nous travaillons sur deux projets, qui est un projet de charte écologique pour le bouddhisme en France. Alors, il existe déjà des chartes écologiques dans certains centres bouddhistes, dans certaines écoles bouddhistes, mais on souhaite peut-être élaborer une charte pour l'ensemble des centres bouddhistes en France et que ça devienne peut-être voilà, un exemple pour les autres unions bouddhistes nationales. Et puis, nous souhaiterions initier un travail de nettoyage de rivières, ou au moins de berges de rivières et de fleuves, ce qui aussi permettrait justement un aspect collectif et que les centres et les communautés des différents centres bouddhistes qui ne se côtoient pas forcément habituellement dans les régions puissent se regrouper pour participer à ce genre d'action collective. D'accord. Est-ce que vous voyez venir dans les communautés des écolos de la première heure, vous voyez, des gens très marqués, parfois même radicaux, mais on sent aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de personnes dans ces mouvements qui se tournent vers la méditation, qui cherchent par la contemplation à s'élever un peu, hein, excusez le mot, mais enfin en termes spirituels. Est-ce que vous les voyez rejoindre un petit peu vos rangs? Ça arrive, oui, oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, je pense que le bouddhisme peut apporter aussi à l'écologie, comme l'écologie peut apporter aussi au bouddhisme. Et peut-être ce que le bouddhisme peut apporter aux militants et écologistes de la première heure ou du temps présent, c'est peut-être justement de ne pas s'attacher à une idéologie. La notion de non-attachement dans le bouddhisme est très importante et vis-à-vis de plein de choses, là aussi, il y a plein de niveaux, au niveau extérieur, intérieur, etc. Donc au niveau, ça pourrait être au niveau des objets. Mais on dit l'attachement le plus fort et souvent le plus dommageable, qui entraîne souvent le plus de souffrance ou de fermeture, c'est l'attachement à nos opinions. Et notamment l'attachement à une idéologie n'est pas idéal. N'est pas idéal et peut justement amener plutôt même des obstacles en fait. Une forme de fermeture, une forme de rigidité, de raideur intérieure, alors que la tradition bouddhiste est plutôt l'ouverture. Et je pense que l'écologie, justement, on voit que ça devient un sujet qui est vraiment transversal dans nos sociétés, transversal au niveau politique, ça devrait l'être en tout cas. Au niveau économique aussi, ça devrait l'être. Malheureusement, peut-être l'économie domine par rapport à l'écologie. Et au niveau religieux, entre les cultes, vous parliez tout à l'heure d'une conférence à venir à la Défense, c'est aussi au niveau des grandes traditions religieuses et de toutes les traditions religieuses, même pas que les grandes, je dirais. On a aussi
Le Dalai Lama avait tenu une année, quand il était venu à La Rochette en Savoie, à réunir des représentants de toutes les traditions, y compris ce qu'on appelle les traditions anciennes ou les peuples premiers. Sans doute, on a beaucoup à apprendre d'eux aussi et à respecter aussi leur point de vue et leur manière de vivre, justement plus proche de la nature que nous, qui nous sommes peut-être beaucoup coupés de la nature. Donc toujours cette notion, cette question entre culture et nature. Et donc, il y a quelque chose à ce niveau-là qui me semble intéressant, cette notion d'écologie qui est transversale et qui est présente aussi maintenant dans tous nos cultes, toutes nos traditions. Et ça, je pense que c'est un signe, une prise de conscience en fait. Même si parfois, en ce moment, on a l'impression que cette prise de conscience est un peu en baisse. Bon, parce qu'il y a d'autres préoccupations, hein, il y a d'autres problèmes. Et est-ce que vous arrivez à mesurer cela un peu, justement, parmi les gens que vous connaissez bien? Est-ce qu'ils sont plus ou moins intéressés par l'écologie? La conscience se développe? Le nombre de gens qui sont très dans cette idée augmente? Je pense que ça augmente par simple constat de ce qui se passe et des problèmes que ça pose dans notre vie quotidienne, en fait. Et, et peut-être, j'entends aussi dire des personnes que voilà, ça devrait devenir un sujet principal et que les problèmes humains actuels pourrait être secondaire par rapport à ce sujet-là. C'est la question tout à l'heure que je posais justement de cette confusion entre les causes et les conditions. Et ça, je trouve, dans l'enseignement du Bouddha, c'est quelque chose de très fort qui devrait vraiment nous parler à tous, c'est-à-dire sous prétexte de rechercher notre bonheur, et après, qu'est-ce qu'on appelle bonheur? C'est ça la question. Est-ce que ce qu'on appelle bonheur pour beaucoup d'entre nous, c'est pas le plaisir ou le confort ou l'identité? Il y a cette question aussi, ça rejoint la même question qui me semble très importante et qui me semble être aussi une question, une confusion importante en ce moment entre identité et identification. Et donc voilà, par exemple, est-ce qu'on s'identifie comme bouddhiste ou est-ce qu'on s'identifie comme écologiste ou est-ce qu'on s'identifie comme ceci ou cela? Et cette question donc me semble primordiale en fait. Nous cherchons le bonheur, les êtres humains, l'humanité cherche le bonheur. Qu'est-ce qu'on entend par bonheur? Première question. Et est-ce que dans notre recherche du bonheur, on ne sème pas les causes de nos souffrances à venir? Ce qui nous arrive actuellement, c'est pour notre bonheur, le bonheur de l'humanité, un petit peu voilà, autocentré et peut-être même égocentré, je dirais, hein, chacun d'entre nous. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau sans doute de l'humanité tout entière. Est-ce que, en recherchant notre bonheur et en voulant agir pour notre bonheur, nous ne sommes pas en train, et l'humanité n'a pas toujours en fait créé les causes de ces souffrances à venir? Et c'est ce qui est pathétique dans l'humanité. Et pour nous tous individuellement, hein, on est tous comme ça. Je pense qu'on est tous comme ça. On a tous voilà, envie de plaisir et de confort. Et malheureusement, très souvent, en recherchant notre plaisir et notre confort, sans le savoir, à cause de notre ignorance, nous semons de nouvelles graines de souffrance. Et les problèmes que nous rencontrons actuellement dans le monde viennent sûrement de là. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Ah, deux. Alors, on va peut-être commencer par quelqu'un qui ne s'est pas exprimé. Bonjour. J'avais une question au niveau, pas théologique, parce que le mot serait mal choisi dans une religion qui n'a pas de Dieu,
Mais au niveau de l'étude intellectuelle dans le bouddhisme, est-ce que il y a des choses que vous combattez? Par exemple, je crois à l'ego dans le bouddhisme, qui seraient, vous pensez, des choses qui seraient à la fois bonnes à combattre dans le domaine spirituel et dans le domaine politique dans le monde, notamment par rapport à l'écologie, mais aussi à tout ce qui est lutte sociale, etc. Je pense s'il y a une chose qui est combattue dans le bouddhisme, on appelle le Bouddha un des épithètes du Bouddha, c'est le vainqueur ou victorieux. Et ce qu'on combat, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance fondamentale, en fait, hein, qui fait que l'on ignore notre véritable nature, notre propre nature. Et donc, par rapport à l'ego, comme vous avez parlé d'ego, c'est très intéressant. On ne combat pas l'ego. Tout le monde a besoin d'un ego pour vivre. Et si on voulait combattre l'ego, ça ferait mal. Ce qu'on combat en remédiant à l'ignorance, c'est la saisie égocentrique, c'est la saisie de l'ego. Ça, oui. Mais on ne combat pas l'ego, parce que tout le monde a besoin d'un ego pour vivre. Hein, et même pour avoir une pratique religieuse ou une pratique spirituelle, il vaut mieux avoir un ego bien équilibré. Par contre, s'identifier à cet ego, tout à l'heure je parlais d'identité et d'identification, s'identifier à cet ego et s'attacher au soi qui constitue cet ego, à ceux qui constituent cet ego, justement, c'est là l'erreur, en fait. Et c'est une manifestation de notre ignorance. Donc c'est ça qu'on combat plutôt. Et donc c'est important pour nous de faire vraiment la distinction entre ego et saisie égocentrique, et saisie de l'ego. Donc le fait de croire en l'existence d'un moi, d'un je, qui n'est pas nié et qui n'est pas à combattre en tant que tel parce qu'il existe. Au niveau relatif, il existe. Mais du point de vue ultime, il n'a pas d'existence propre parce qu'il n'est pas apparu de lui-même, par lui-même. Il n'est pas sa propre cause. Il est issu de la réunion de causes et de conditions. Et de ce fait, il n'a qu'une existence relative. Et donc l'objet de la tradition bouddhique, c'est de comprendre dans un premier temps, éventuellement intellectuellement, puis de comprendre profondément par la contemplation et la méditation, voire réaliser que l'ego n'a pas d'existence intrinsèque, qu'il n'a qu'une existence relative. Et donc il n'y a pas de raison de s'attacher à son existence. Cet attachement étant source de souffrance, justement. Parce qu'une des sources de souffrance identifiées par le Bouddha et sur laquelle nous méditons, justement, c'est la soif. Et le Bouddha a parlé de la soif d'exister. Et cette soif d'exister, c'est justement lié à l'ego, et c'est ce qui nous fait agir souvent de manière nocive vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de notre environnement. Je vais juste compléter par un point. On parle beaucoup de méditer, mais qu'est-ce que l'on comprend? Qu'est-ce que l'on entend par méditer? Une des acceptions de méditer, du verbe méditer, c'est d'habituer son esprit à. Autrement dit, quand je disais changer la focale, c'est relancer notre perception et notre compréhension des phénomènes sous un jour nouveau et, comme le disait Lopan Ridley, finalement complètement différent de ce à quoi on avait l'habitude, notamment en ayant cette perception d'un soi, un unique, indépendant, autogène et éternel, qui nous met dans un sacré panade, vous l'aurez bien compris. Oui,
repose une question, j'en profite d'avoir des sommités, c'est pas tous les jours en bouddhisme. Là, c'est le journaliste santé qui va parler. Vous savez, on est saturé de microplastiques, les continents dans le Pacifique et dans l'Atlantique, les poissons, les bébés qui naissent maintenant dans les cordons ombilicaux, on trouve des microplastiques. On trouve également, il y en a dans l'air, effectivement, on inhale, on le mange. On trouve des polluants éternels et PFAS dans les cordons ombilicaux. Les bébés qui naissent maintenant naissent pollués. L'OMS déconseille aux femmes enceintes de manger du thon parce que ça concentre le mercure, qui est un neurotoxique. C'est pas une bonne idée. Nous sommes saturés d'œstrogènes-like, d'hormones qui singent les hormones féminines. Pourquoi pas, ça pourrait expliquer la chute de la spermatogénèse depuis 50 ans et les problèmes de fertilité chez les jeunes couples. Bref, ma question c'est, y a-t-il de l'optimisme dans le bouddhisme? Voyez-vous ça de façon optimiste? Pour paraphraser Teilhard de Chardin, plus j'étudie la matière, plus je découvre l'esprit. On pourrait se dire que la vie avec un grand V trouvera une solution. Peut-être que l'humanité s'éteindra à cause de toutes ces raisons-là. Il y a 300 millions d'années, il y avait des dinosaures, on n'existait pas, la vie est poursuivie, on est apparu. Dans 300 millions d'années, peut-être même bien avant, nous aurons disparu. Mais voilà, on peut s'inquiéter quand on est humaniste du sort de l'humanité. Et donc à se demander si dans le bouddhisme, il y avait une forme d'optimisme ou bien un pessimisme qui accompagnera notre disparition. Le bouddhisme, on l'appelle aussi la voie du milieu. Donc par rapport à l'optimisme et au pessimisme, c'est pareil, je dirais. C'est une voie par rapport au réel, à la réalité. Voir les choses telles qu'elles sont. Et s'accorder au cours naturel des choses. Donc on dira, voilà, il faut être pragmatique et faire avec. Faire avec, en cherchant des solutions, bien sûr. Mais pour trouver des solutions, il faut connaître l'origine. C'est toujours la même question. Et ce que nous appelons aussi, un terme important dans la tradition bouddhique, la vacuité, on en parle aussi en disant c'est le domaine de tous les possibles. C'est la matrice de tous les possibles. Donc tout est possible. Au niveau de l'enseignement et de la pédagogie dans le bouddhisme, parfois on préfère dire aux étudiants que de toute façon la situation est sans espoir. Et si on part de là, je dirais ça, voilà, en quelque sorte, paradoxalement, ça rassure en se disant de toute façon, voilà, si la situation est sans espoir, ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Et ça ne veut pas dire qu'on renonce à agir, mais du fait qu'il n'y ait pas d'espoir, il n'y a pas non plus de crainte. Parce que souvent, ce qui nous bloque, c'est la peur et la crainte. Et la voie bouddhiste cherche justement à remédier à toutes les craintes, à toutes les peurs. Même par rapport à l'existence de l'humanité. On sait qu'il y a des cycles et qu'il y a des civilisations qui sont apparues, qui ont disparu. Les mondes apparaissent, le monde disparaît. Quand nous réfléchissons sur l'impermanence, nous devons d'abord prendre conscience que même notre monde est appelé à disparaître. Et qu'il n'est pas la Terre, la planète Terre n'est pas éternelle, notre système solaire n'est pas éternel. Donc ça, c'est important de le savoir. Et ça permet justement de relativiser aussi nos problèmes humain, mais ça n'empêche pas de réfléchir et d'agir pour trouver des solutions. Mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est franchement important d'aller voir à l'origine de toute cette pollution, qui est quand même notre ignorance. C'est l'ignorance. On pense que c'est la science et que c'est la connaissance. Certes, il y a un côté connaissance et un côté science, mais sans voir les tenants et les aboutissants. Quand on invente quelque chose, qu'on crée quelque chose qui nous semble utile, voilà, les boîtes plastiques, les sacs plastiques, etc., c'est très utile, c'est très pratique. C'est encore le confort. Mais ça a été fait en ignorant les conséquences. Et c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et c'est l'ignorance aussi de notre monde intérieur, de notre mental, et l'ignorance de notre soif, de notre avidité. Et donc, le savoir peut-être ne résout pas le problème aujourd'hui,
mais il faudrait souhaiter que ça résolve le problème pour demain. Et il y a cette phrase de Michel de Montaigne hein, qui est très proche, je trouve, de l'enseignement du Bouddha, qui disait c'est une grande sottise. À l'époque, il employait le mot simplesse. Hein, il disait c'est une grande simplesse que d'enseigner aux enfants le mouvement de la 8e sphère et des planètes plutôt que les leurs propres, plutôt que nos mouvements intérieurs et nos émotions intérieures. Si on connaissait, si on pouvait travailler sur nos émotions intérieures, eh ben, si l'humanité avait pu, jusqu'à maintenant, peut-être on n'en serait pas arrivé là, avec cette soif de confort, cette soif de plaisir, cette soif de posséder, cette soif de dominer, etc. Si on réfléchit d'où viennent tous ces problèmes, ils viennent vraiment de cette soif, en fait. Et donc, maintenant que les choses sont ainsi, il faut réduire, en fait. C'est les politiques qui sont menées, enfin, qui commencent à être menées à ce sujet. Et dans la tradition bouddhique, tout à l'heure, je parlais d'attachement et de non-attachement. On parle aussi de renoncement. Et quand on parle de renoncement, dans beaucoup de textes sacrés, beaucoup de nos prières, hein, on fait beaucoup de souhaits. Je connais beaucoup de prières à la fin desquelles le dernier vers dit puissais-je développer le non-besoin ou puissais-je renoncer au superflu. Est-ce qu'il y a un côté un peu fataliste, parce que dans votre question, il y avait un peu ça aussi dans la pensée bouddhique, c'est ce côté, bon, ben oui, les choses sont comme elles sont. Non, parce que justement, il y a beaucoup de souhaits. On fait beaucoup de souhaits, il y a beaucoup de souhaits qui sont formulés, et nous, comme les souhaits négatifs, les souhaits positifs aussi peuvent se réaliser. Et donc, pour nous, c'est très important déjà d'orienter notre pensée, d'orienter notre mental, d'orienter tout notre être vers le bien, vers le bien de l'humanité et vers le bien de notre planète. Et donc ça, pour nous, ça a une force. Il y a une force des souhaits. Et ça, c'est très positif et très optimiste et très encourageant, je dirais. Pour nous, c'est vraiment une force. Ces souhaits ne sont pas juste comme ça des vœux pieux. Mais de ces souhaits découle naturellement, sans même qu'il y ait besoin forcément d'y penser, un comportement plus juste, plus adéquat. Et je trouve ça, c'est la beauté un peu des souhaits justement, c'est qu'ils entraînent naturellement un changement de comportement, un changement de mentalité, et qui n'est pas artificiel. Parce que tout ce dont on parle, justement, ce sont des choses artificielles que les humains ont créées. Et donc, pour revenir à quelque chose de naturel, tout à l'heure je disais il y avait comme une similitude entre la nature extérieure et la nature de l'esprit. C'est parce que la nature de l'esprit n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est pas une intelligence artificielle, justement. Merci. Une question, alors, peut-être, je ne sais pas si vous la comprendrez correctement, c'est y a-t-il un sentiment océanique qui influence la manière dont se pense l'écologie et se prennent les décisions? Alors, la notion de sentiment océanique est-elle claire pour vous? Et comment elle résonne avec le bouddhisme? Oui, je pense qu'il c'est une notion qui peut être, qui est souvent utilisée en fait dans la tradition bouddhique. Justement, quand on parle des souhaits, des prières de souhaits, on parle d'un océan de prières, d'un océan de souhaits, d'un océan de Bouddha, d'un océan d'êtres innombrables. Le mot océan, océanique, se réfère à un nombre, à quelque chose d'innombrable en vérité.
innombrables et illimités. Oui, ou qui aussi peut résonner, vous voyez, comme des ondes sur l'océan, comme des vagues sur l'océan. Et donc au niveau de l'écologie, je pense, oui, ça peut avoir comme ça des répercussions comme ça par onde ou par vague sur l'ensemble. Est-ce qu'il y a Je voudrais juste compléter et rebondir sur le côté fataliste. Il n'y a aucune fatalité comme il n'y a aucune destinée dans le bouddhisme. On a l'impression finalement, en écoutant la question, que on va dans le mur. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, on va tous mourir. Ça, c'est sûr. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que les phénomènes étant eux-mêmes impermanents, ce n'est pas parce qu'on part dans une direction que pour autant on est obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a toujours la possibilité de pouvoir réorienter le chemin vers quelque chose de positif. Il est très, très courant dans le bouddhisme de commencer par quelque chose de on va tous mourir. Je voudrais revenir juste sur le premier enseignement du Bouddha. Ce sont 4 stances, dont la première est ceci, la noble vérité de la souffrance. Bam! Premier enseignement, et il commence par poser un diagnostic. Nous expérimentons à longueur de temps la souffrance. Objectivement, si on est honnête avec soi-même, elle peut être souffrance manifeste. On va parler également de la souffrance du changement et de la souffrance de l'existence conditionnée, beaucoup plus subtile. Mais pour reprendre ce que disait Lopen Trinley, l'origine, c'est la deuxième stance. Ceci est la noble vérité de l'origine. Il pose un diagnostic et il cause de ce diagnostic. La troisième stance, il dit j'ai une bonne nouvelle. C'est pas pour autant qu'on ne peut rien faire. On peut s'en libérer. Et ça, c'est la noble vérité de la cessation, troisième stance. Et avec la quatrième stance, il dit, il donne une prescription en disant ceci est la noble vérité du chemin. Et si vous empruntez ce chemin, si vous le mettez en pratique, il y a une possibilité de se libérer de ces souffrances-là. Donc oui, aujourd'hui, clairement, on est à un moment on pourrait dire de bascule. Il y a une réelle urgence à changer nos habitudes, modifier essayer en tout cas de corriger le tir, mais on est dans du temps long, donc dans demain, et demain c'est peut-être dans des millions d'années, mais ça va évoluer, et comme un cycle, ça repartira à un moment donné. Le bouddhisme dit que nous sommes dans ce cycle de mort-renaissance depuis des temps sans commencement. À partir de là. Alors, juste si vous me permettez de rebondir sur ce que vient de dire Anthony aussi, parce qu'on se complète bien, comme d'habitude. Justement, une des choses que les maîtres contemporains enseignent, un point sur lequel ils insistent beaucoup, c'est justement de reconnaître la souffrance. C'est-à-dire par rapport aux problèmes de pollution que nous vivons actuellement, par rapport au réchauffement climatique, etc., il faut mettre le mot souffrance dessus. Il faut l'identifier. Tant qu'on ne l'identifie pas, on ne pourra pas chercher et trouver son origine. On ne pourra pas y mettre fin et avoir les moyens et développer les moyens pour y mettre fin. Actuellement, je ne suis pas sûr que tout le monde identifie ce que nous vivons et les craintes, même la crainte est une souffrance. Je ne suis pas sûr que tout le monde identifie ce que nous vivons comme une souffrance.
on le voit comme quelque chose d'extérieur en fait. Et tout le monde a un peu peur, voilà, on a du mal à supporter la chaleur. Est-ce que quand il fait très chaud et qu'on n'est pas bien quand il fait très chaud et quand il y a des proches qui meurent à cause de la chaleur, est-ce qu'on identifie ça comme de la souffrance? Est-ce qu'on est capable de mettre le mot dessus ou pas? Et ça me semble important. Et c'est vrai qu'actuellement, les maîtres disent, ne serait-ce que la première stance du Bouddha, regardez, cela est la noble vérité de la souffrance. C'est très important. C'est très important d'identifier les choses. Et c'est très proche de l'encyclique Laudato Si, où le pape François dit écoutez la clameur du monde, les phrases, enfin les mots exacts, je m'en souviens plus exactement, enfin c'était à peu près ça. Et il y a effectivement cette compréhension de la souffrance, peut-être pas de tout le monde d'ailleurs, d'une certaine catégorie de personnes, et la compassion dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'il faut avoir avec les personnes les plus en souffrance, quoi. Oui, et je dirais la compassion, justement, dans la tradition bouddhique, on veille vraiment à développer une compassion vraiment impartiale, universelle, qui ne soit pas seulement conditionnée. Parce que trop souvent, la compassion est conditionnée. Et du coup, ce n'est pas une compassion infinie. Si on veut développer une compassion infinie, il faut que ce soit une compassion qui ne soit pas conditionnée par ce que l'on voit et par la souffrance des êtres que l'on voit souffrir de manière évidente. Mais il faudrait aussi comprendre que ceux qui sont à l'origine des souffrances ou à l'origine de tel et tel problème dans notre monde, ceux-là même sont en train de semer les causes de leur propre souffrance à venir. Et donc on devrait avoir autant de compassion pour ceux qui créent le malaise ou qui créent des choses négatives, qui provoquent des choses négatives dans notre monde, qu'on a de la compassion pour ceux qui souffrent de manière évidente et effective. D'accord, merci. Une dernière question? Non? Alors, pour conclure, il y a cette question un peu plus culturelle, hein. Vous savez, on en avait parlé. Finalement, parmi les bouddhistes dans les différents pays, est-ce que la question écologique a autant d'importance au Tibet, en France, en Allemagne, en Inde, je ne sais pas. Et comment les pays, les cultures se saisissent du sujet et à quel point il y a un nombre de personnes importants bouddhistes qui adoptent ces comportements écologiques. Je vais répondre et puis laisser Anthony y répondre aussi à cette question. Peut-être il a plus de connaissances que moi par rapport à cela. Mon expérience, c'est que actuellement, oui, c'est un sujet qui travaille tous les peuples. Et peut-être ça commence en Asie et peut-être ça va plus vite aussi en même temps en Asie qu'en Occident. J'ai longtemps vu durant mes séjours en Asie qu'au Népal, en Inde aussi, que ce n'était pas un sujet prédominant et que quand on voyage dans ces pays, aussi en Afrique, il y a des déchets. Il y a des déchets partout, du plastique, des sacs plastiques partout. J'ai vu les gens souvent jeter tout par la fenêtre de la voiture sur les routes. Cependant, maintenant, c'est vraiment un sujet qui est pris à bras-le-corps par les pays, par certains maires aussi. Je pense notamment au maire de Katmandou, par exemple, Katmandou était connu vraiment de tous les gens qui y allaient pour être une ville vraiment très, très sale. Et il y a un nouveau maire qui est arrivé et ce maire a organisé le ramassage des déchets et la ville de Katmandou est méconnaissable à ce niveau-là. Il y a de gros progrès qui sont faits et je pense dans tous les pays d'Asie où le bouddhisme est répandu. Et donc il y a des exemples. Il y a des exemples très, très positifs.
Et comme je disais aussi, dans nos communautés bouddhistes, vraiment c'est quelque chose une chose sur laquelle on veille beaucoup. On pourrait aussi parler, on ne l'a pas abordé, hein, mais on pourrait aussi parler du végétarisme, par exemple, hein, qui n'est pas forcément à proprement parler un sujet dont le Bouddha a parlé directement, mais le Bouddha enseignait de ne pas nuire aux autres, de ne pas nuire aux êtres et de ne pas détruire la vie. C'est le premier engagement qu'on prend quand on devient bouddhiste, c'est de ne pas détruire la vie, quelle qu'elle soit. J'avais emmené, mais je ne vais pas le lire maintenant, mais un magnifique texte qui s'appelle le Sutra de l'amour universel, qui est un des enseignements du Bouddha, qui parle de cela, hein, et d'aimer toute forme de vie, quelle qu'elle soit microscopique, macroscopique, quelle est telle forme ou telle couleur, peu importe, mais nous devrions considérer avec amour et bienveillance toute forme de vie. Donc c'est quelque chose qui est là dès le départ du chemin, en fait. Je pense qu'on ne peut pas limiter la notion écologique à la foi ou la croyance. Il est clair que dans de nombreux pays d'Asie, l'enseignement du Bouddha existe depuis des siècles et a infusé et s'est diffusé dans toutes les couches de la société. Et on est dans un mix culturel. Un des éléments centraux vraiment de l'enseignement du Bouddha, c'est le bon sens. Donc, la question écologique relève du bon sens. Elle ne relève pas du bouddhisme. Elle relève du bon sens. On se l'approprie puisqu'on va pouvoir y placer des références scripturaires ou d'enseignement, etc. Mais c'est plus des outils qui vont permettre de pouvoir éclairer une approche qui est finalement une approche humaine. Je voudrais juste pour illustrer le fait que finalement, je vais peut-être vous décevoir, mais les bouddhistes ne sont pas meilleurs que les autres et n'ont pas nécessairement une conception de l'écologie plus élevée ou plus pointue ou autre, en vous racontant une expérience personnelle. Et puis quelqu'un dans la salle l'a vécu aussi. Je crois que cette personne était présente au moment où ça s'est passé. Il se trouve que j'étais dans un monastère du nord de l'Inde, donc un monastère tibétain. Et nous avions, comme le disait l'Open Ridley, l'Inde est un pays magnifique, mais un pays également à la pollution omniprésente. Que ce soit aller à Delhi en plein été, on suffoque. Les plastiques sont partout. Et donc, l'idée avait été de finalement former, éduquer la communauté monastique au tri. Formidable. Le tri s'est super bien passé. Le plastique d'un côté, le non recyclable d'un autre, etc., etc. Et puis, à un moment donné, ces déchets très bien triés ont disparu. Et il se trouve que par accident, j'étais dans les parages où je déambulais et je voyais des moines du monastère en question qui jetaient allègrement l'ensemble au même endroit, dans un ravin. Et voilà. Donc, il y avait du tri dans le monastère parce que les Occidentaux les avaient un peu enquiquinés avec ça. Et puis derrière, par manque peut-être de structure, de collecte, etc., finalement, l'ensemble se retrouvait balancé comme il avait été balancé par le passé. Donc, voilà, c'est clairement une éducation. Il faut changer notre approche et notre perception de
notre capacité, disons, d'influence sur notre environnement, d'action sur notre environnement, et il n'y a plus qu'à. Il y a encore beaucoup à faire. Bien, bah, écoutez, est-ce que vous voulez un petit mot de la fin peut-être, avant de conclure? Oui, je ne sais pas, on peut aussi parler de certains pays comme le Sri Lanka ou le Bhoutan, par exemple, qui souhaitent ou ont souhaité développer une politique et une approche qui fasse qu'ils deviennent les premiers pays écologiques au monde, où tout serait biologique, toutes les cultures seraient biologiques. Mais certains se rendent compte que ce n'est pas si facile. Les agriculteurs, je pense aux cultivateurs de thé au Sri Lanka, par exemple, j'en ai entendu qui disaient qu'ils voulaient revenir à une agriculture qui pouvait utiliser les pesticides parce que ça demandait plus de main-d'œuvre de désherber les cultures de thé et qu'ils avaient des problèmes économiques du coup. Donc ce n'est pas simple, tous ces sujets. Et c'est vrai que la tradition bouddhiste n'a jamais porté vraiment, je pense, de projets sociétaux. Comme je disais tout à l'heure, c'est avant tout une pratique intérieure, d'intériorité. Et l'objet, c'est que chacun, c'est le grand souhait, que chacun puisse réaliser la nature de son esprit et par là même agir et avoir un comportement qui soit bénéfique et juste. Et donc ça fait partie des souhaits, mais pas seulement, puisque les maîtres bouddhistes, je pense, cherchent à avoir de plus en plus une influence sur les populations et à développer l'aspect éducation dans les pays d'Asie, et aussi par rapport aux pratiquants bouddhistes d'Occident. Dans nos centres, les maîtres parlent de plus en plus de ce sujet également. Donc il y a cette préoccupation qui est bien présente et qui entre dans le cadre de la prise de conscience. Donc c'est vraiment, dans la tradition bouddhiste, on parle beaucoup du fait d'être attentif, d'être présent, d'être dans la pleine conscience. C'est devenu un mot très connu et peut-être galvaudé maintenant, mais c'est quelque chose de très important et qui peut permettre justement de faire rayonner, d'influencer, pas à la manière des influenceurs, pas par la parole et par la séduction, mais vraiment par une compréhension profonde je pense, plein de populations. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci pour toutes ces échanges passionnants. On aurait pu encore évidemment aborder beaucoup de sujets, donc merci et bravo.